Salut tout le monde, pour cet octogone évidemment, l'événement historique, et on va voir pourquoi historique, de l'élection de Donald Trump. Historique, je voulais d'abord ouvrir sur une petite vidéo de Glenn Greenwald que j'ai vue juste avant. Je faisais ma revue de presse aussi, je suis un peu tout le temps en train de faire de la veille presse, et même si on me pond d'excellents mémos, c'est toujours bien d'avoir un petit œil sur l'actu. Et je voyais cette vidéo de Glenn Greenwald. Alors qui c'est Glenn Greenwald? C'est un héros de la liberté de la presse, c'est quelqu'un d'essentiel et de remarquable. C'est lui qui a révélé l'affaire Snowden, c'est lui qui a été le premier à interviewer Edward Snowden et à sortir le dossier de la mort en 2013. Sa carrière a été brisée, il est aujourd'hui journaliste citoyen. Vous avez plein comme ça de journalistes de haut vol qui sont devenus des journalistes citoyens. Je pense à Régis Le Sommier, qui est un exemple absolu en France, parce que Régis Le Sommier, donc, des dizaines d'années chez Match, un type qui maîtrisait la presse mainstream à la perfection et qui a interviewé Barack Obama, accessoirement, et qui devient journaliste citoyen et cartonne dans cette profession parce qu'il nous informe. Et Glenn Greenwald faisait un point sur le meltdown, la fonte, le pétage de câble, si vous voulez, des médias mainstream que les Américains vont plutôt appeler les legacy media, donc les médias à papa, si vous voulez, les médias à l'ancienne. Et à quel point ils étaient complètement aux fraises, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à voir la réalité en face. Vous aviez par exemple CNN qui disait mais mon Dieu, nous on n'a pas de Joe Rogan. Et pourtant, dans la même analyse, toujours reprise par Glenn Greenwald, qui lui voit parfaitement, a parfaitement compris ce qui se passait, eh bien vous avez CNN qui dit mais Joe Rogan a fait son audience à travers 2000 podcasts, on parle d'un type sérieux, ses premiers podcasts faisaient 0 audience, et à travers 2000 podcasts, il a accumulé une audience dite organique, qu'il a organique dans le sens américain, bio, si vous voulez, qu'il a fait pousser lui-même. Et CNN ne comprend pas ça, c'est-à-dire ils disent « Mais mon Dieu, on a une multi-billion-dollar machine avec Elon Musk et tout le bazar. » Et de l'autre côté, on a cette... nous, on est CNN, vous appartenez à Disney, Warner Bros, Sam le pirate, quoi. C'est fascinant, les types n'ont absolument pas compris à quel point ils sont devenus inutiles. Et pour la première fois, j'ouvre donc cet octogone là-dessus. En France, le public s'informe davantage sur YouTube que dans la presse mainstream qui a dépensé des milliards avec des subventions. L'Express, c'est des coûts de 12 millions de subventions annuelles pour un canard que personne ne lit. Et fondamentalement, vous avez cet effet d'avoir des médias qui ne comprennent pas et qui appartiennent à des milliardaires mais qui sont subventionnés. Alors, dans le cas de l'Express, comme je vous l'ai dit, j'ai fait mettre en examen Alain Veil parce que quand même c'était un minimum. Donc, je vous rappelle qui est Alain Veil, c'est un délinquant, c'est un type qui a été condamné in solidum pour avoir dit que le maire de Goussainville était fiché S, c'est en toute élégance, ça flirte avec l'incitation à la haine selon moi. Mais bon, il a été condamné pour diffamation, donc 17e chambre correctionnelle. Donc on a affaire à un délinquant puisqu'il a été condamné en correctionnel. Mais bon, je l'ai fait mettre en examen parce qu'il fallait un petit peu quand même... Enfin, faut rappeler à l'ordre ces gens-là, faut leur mettre des petites, comme ça, des petits taquets parce qu'ils se comportent mal. Vous savez, c'est le principe des petites frappes en quelque sorte. Eh bien, ces gens-là n'ont pas compris qu'ils étaient complètement dépassés, qu'ils sont proches du cimetière, quoi, que ce sont des gens, leurs médias, leur fortune personnelle. Dans le cas d'Alain Veil, on doit être de l'ordre d'un tiers de milliard ou un demi-milliard. Donc, quelqu'un qui a une fortune très controversée, d'ailleurs, je vous engage à regarder ce qu'a fait Didier Maisto sur la fortune très très controversée d'Alain Veil. Mais ils se rendent pas compte, en fait, qu'ils sont des dinosaures. Et des gens comme Glenn Greenwald, des gens comme Régis Le Sommier, des gens comme Alexis Poulain, qu'on interviewera encore bientôt sur la chaîne, eux se sont rendus compte de ça. Donc pour moi, la conséquence importante, l'aspect historique de l'élection de Donald Trump, c'est que face à une couverture médiatique de la presse à papa, qui disait de façon unanime que Trump était un suprémaciste blanc, c'est complètement faux. Par contre, Biden a été très très proche de suprémacistes blancs du Ku Klux Klan, ça c'est un fait. Que Trump était raciste, c'est complètement faux. Il a défendu Mike Tyson, c'était le seul à le faire quand Mike Tyson a été accusé de viol, condamné pour viol à tort, c'était une erreur judiciaire. Eh bien, Trump a été un des seuls à le soutenir, et c'est bien pour ça que Mike Tyson a voté pour lui et s'en est complètement vanté. Et c'était pas le seul. Beaucoup d'Afro-Américains ont voté Trump, comme beaucoup de Latinos et comme le vote musulman, notamment autour de la Rust Belt, donc le Michigan, l'Ohio, etc. Donc, malgré cette presse qui disait ça, en continu, eh bien, les Américains ont voté pour lui.
C'est un énorme pied de nez à la presse, si vous voulez. C'est comme quand moi j'enchaîne les conférences, alors que la page Wikipédia qui me concerne ment sur moi en permanence, non-stop. C'est du mensonge par omission, partout. Il n'y a aucune neutralité. Wikipédia est censé être neutre. Zéro neutralité. Tout est à charge, tout est déformé, tout est amplifié. Les sources ne sont pas probantes. Il n'y a aucune preuve dans les sources, mais elles sont comme ça blanchies. Et c'est devenu en fait un honneur. C'est-à-dire qu'on est rentré dans la période où je me vante de ça. Je me vante d'être la cible du terrorisme intellectuel sur Wikipédia, organisé en bande. Et de la même façon, Didier Raoult peut se vanter d'être la cible du terrorisme intellectuel. Joe Rogan peut se vanter d'être la cible du terrorisme intellectuel. Je vous encourage à regarder son excellente interview avec RFK, qui lui aussi peut se vanter d'être la cible du terrorisme intellectuel, présenté comme anti-vax, etc., ce qu'il n'est absolument pas, mais c'est un pro-pharmacovigilance. Est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qui s'occupe de la sécurité des avions qu'il est anti-avion? Bien sûr que non. Enfin, n'importe qui a 2 onces de bon sens comprendrait que quelqu'un qui s'occupe de la sécurité des avions, qui interdit à un avion de voler parce qu'il n'est pas sûr, parce que ses hublots ne sont pas fiables ou parce que ses portes sont dangereuses, comme dans le cas de Boeing, n'est pas anti-avion. Il est pro-sécurité. Eh bien, on a RFK qui est présenté par Wikipédia et par la presse mainstream. Wikipédia n'est qu'un reflet de la presse mainstream, c'est juste une fondation milliardaire mainstream, et qui est d'ailleurs très contrôlé par la CIA et le FBI, et c'est pas moi qui le dis, c'est le cofondateur de Wikipédia. Eh bien, Wikipédia présente quelqu'un comme RFK, comme anti-vax, alors qu'en fait il est pro-sécurité. Et c'est cette inversion constante des valeurs qui aujourd'hui a produit ce vote, a produit des citoyens qui se libèrent, qui s'informent sur Internet et qui s'informent en dehors de l'opinion de la presse mainstream, puisque la presse mainstream est sur Internet, Wikipédia est sur Internet, mais qui s'informent par des sources qu'ils ont sélectionnées eux-mêmes, à leur discrétion, comme Joe Rogan. Et le cas de Joe Rogan était fascinant, parce que dans cette interview avec RFK, il rappelle que CNN, quand il avait pris de l'ivermectine, lui avait mis un filtre jaune pour qu'il ait l'air en mauvaise santé. Donc CNN avait mis un filtre jaune, c'était assez terrifiant pour donner l'impression qu'il était malade, avait mis une photo de lui où il avait l'air complètement disjoncté. Et bien sûr avait dit pendant des mois, si ce n'est des années, que l'ivermectine était un vermifuge pour chevaux, ce qui est factuellement faux. Il n'y a pas de prix Nobel de médecine vétérinaire, il n'y a qu'un prix Nobel de physiologie ou médecine. Donc quand l'ivermectine gagne le prix Nobel, son découvreur gagne le prix Nobel de physiologie ou médecine, c'est pas de médecine vétérinaire, c'est évidemment d'abord et avant tout un médicament pour les humains. C'est pas parce qu'on donne des anti-inflammatoires non stéroïdiens à des chevaux que les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont des médicaments pour les chevaux, mais voyez le niveau de violence médiatique, de harcèlement, de terrorisme intellectuel. Et bien tout ça a été rejeté par le vote Trump. Et ça, c'est selon moi l'aspect le plus important sur le plan culturel. Vous avez vraiment une rébellion contre le terrorisme intellectuel qui est portée par ces médias milliardaires. Alors, dans l'impact de la présidence Trump, on peut bien sûr parler des marchés financiers, tout s'envole, le Bitcoin explose, il devrait taper les 100. Aujourd'hui, donc, il a dépassé les 90 000 $. L'action Tesla s'est envolée aussi. Étrangement, c'est l'action Pfizer qui a ramassé. Les marchés ont beau se rallier. Non, l'action Pfizer, elle est mal en point, parce qu'avec un RFK qui va enquêter, croyez-moi bien que ça va picoter. Et puis vous avez aussi Kash Patel qui pourrait être nommé, donc un grand avocat qui a défendu les anti-vax, qui serait nommé patron de la CIA. Donc là c'est assez grand chelem quand même. Alors évidemment, faut pas être angélique, il faut pas comme ça tout idéaliser, mais on a quelqu'un qui a défendu les anti-vax, justement appelé anti-vax dans la presse. Et puis rappelez-vous tous ces mots qui étaient censés être négatifs. L'art gothique, c'était une insulte, aujourd'hui c'est positif. L'impressionnisme, c'était une insulte, aujourd'hui c'est positif. Le cubisme, c'était une insulte, aujourd'hui les toiles partent à 100 millions de $. Daft Punk, c'était une insulte. Big Bang, c'était une insulte. Bientôt, anti-vax et complotistes vont devenir vraiment des compliments, de la même façon que la presse complètement vermoulue de la fin du 19e siècle appelait les peintres impressionnistes, ou ensuite la presse vermoulue du début du 20e appelait ces peintres cubistes. Et bientôt on va s'en revendiquer d'être complotiste anti-vax par cette presse, alors que, en réalité, bien sûr, complotisme égale journalisme d'investigation, journalisme citoyen, c'est-à-dire on fait votre travail quand vous, les journalistes qui ne passez votre vie qu'à insulter et qui n'ont de journaliste que le nom, journalist in name only, Gino, fondamentalement vous ne faites pas votre travail, donc on le fait à votre place, parce que le journalisme est un 4e pouvoir, et que répéter la parole de Macron, c'est pas faire du journalisme, répéter la parole de Pfizer, c'est pas faire du journalisme, et c'est pour ça qu'on est sur l'Octogone, c'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux à le suivre, et je vous en remercie, et c'est pour ça qu'on va continuer. Donc, en matière de marché financier, vous avez eu ce rallye
Tesla, les cryptos, donc les autres qui emboîteraient le pas du Bitcoin, ce serait donc soit les altcoins type Solana, etc., soit les cryptos qui obéissent aux critères de Adam Back, notamment le fait de ne pas être préminé, d'être full décentralisé, de ne pas pouvoir être censurable. Ça, c'est les grands critères d'Adam Back. Alors, Adam Back, c'est un maximaliste, ça va de soi. Hein. Pour lui, même Ethereum est un shitcoin. Mais il faut différencier, bien sûr, l'aspect spéculatif de l'aspect politique. Adam Back est un puriste politique. Donc, pour lui, c'est une revendication de Bitcoin et c'est la revendication du cypherpunk, le crypto-anarchiste. Et des monnaies qui vérifient ces principes d'Adam Back, il n'y en a pas beaucoup, mais vous avez quand même le XMR, donc le Monero, le Litecoin, et donc bien sûr le Bitcoin qui est le prototype absolu. Alors, le média chinois Southern Weekly parle de spectre de la guerre commerciale, mais qu'en est-il en réalité? Alors, quelques chiffres. Secteur bénéficiaire depuis l'élection de Trump, l'énergie, défense et les services financiers. La présidence Trump a eu un impact direct sur plusieurs secteurs clés, comme IG Bank l'avait prédit. Une hausse significative des actions et des gains est observée. ExxonMobil, Chevron, Baker Hughes, donc là on est dans le pétrole et l'énergie. La défense, Lockheed Martin, ça c'est quand même plutôt négatif. Les services financiers, JP Morgan Chase, Bank of America, anticipation de la réduction des régulations, oui, ça c'est très probable, même si je pense que la SEC a aussi du souci à se faire, même si elle fait partie de la régulation, donc ça semble logique qu'en cas de dérégulation, elle ait du souci à se faire et que JP Morgan Chase n'en ait pas. Le truc, c'est que la SEC fait pas du tout son travail. Et que peut-être que certaines figures qui n'ont pas été poursuivies par la SEC, je pense à Citadel, pourraient être poursuivies sous une administration Trump. Donc le SP 500 a fait plus de 3% le 6 novembre, 25% depuis le 1er janvier, 5% depuis le 4 novembre. Bon, on est pas mal, quoi. Le Nasdaq, bien sûr, plus 25%, du 5% depuis le 4 novembre, plus 25% depuis le 1er janvier 2024. Et à l'heure où j'enregistre, ces chiffres sont déjà dépassés. Mais ce sont bien des performances records au moment où le mémo m'est adressé. Et les experts conseillent une diversification des portefeuilles, bien sûr, face aux incertitudes. N'empêche que l'escalade des tensions commerciales pourrait accroître la volatilité, mais peut-être aussi à la hausse parce que Trump veut ramener des usines aux États-Unis. Et là, ce qui est très intéressant, c'est le dollar. Dans le cas d'une présidence Trump, on pourrait vraiment assister c'est un scénario plausible. La présidence Trump est quasi certaine, sauf bien sûr s'il se fait assassiner ou s'il y a un coup d'État ou si la loi martiale est décrétée. Le problème étant que même si les démocrates ont fait beaucoup de simulations à ce sujet sur le décret de la loi martiale, notamment en cas de sécession d'un État, ce sont quand même les conservateurs qui possèdent des armes. Et les soy boys américains démocrates ne sont pas vraiment aptes à pouvoir mener une révolution ou à mener un coup de pression, un rapport de force vis-à-vis de l'État fédéral ou contre des gens qui mèneraient ce fameux rapport de force. Donc rapidement, ils se sont rendus compte qu'en cas de décret de la loi martiale, ça n'irait pas très loin. Mais même si l'or augmente, on pourrait voir un atterrissage en douceur de la dédollarisation, dédollarisation, il faut s'entendre. Ça peut être un point très important dans cet octogone. La dédollarisation, beaucoup de gens la voient comme quelque chose qui serait un rapport tout ou rien. C'est-à-dire, allez, fini, le dollar est mort. Non. La livre sterling continue à peser dans le game, même si l'Empire britannique est mort. Pendant un certain temps, le franc, comme devise convertible, français bien sûr, hein, pas le franc suisse, continuait à peser, notamment sous Charles de Gaulle, certes avec la France-Afrique, qui n'est pas forcément une heure de gloire, mais continue à peser dans les échanges internationaux. Le yen continue à peser dans les échanges internationaux et Charles Gave continue à recommander d'en prendre, même si je serais plus circonspect vis-à-vis du yen maintenant que l'économie américaine serait aujourd'hui avec Trump à sa tête et Elon Musk comme ministre de l'efficacité gouvernementale, donc DOGE, Department of Government Efficiency. Ce qui est une complète nouveauté, hein, parce que c'est vraiment aller voir les gens et leur dire « Vous avez fait quoi cette semaine ? On vous a payé à quoi ?» Et c'est un vrai sujet dans l'administration américaine parce que les dépenses fédérales sont considérables, comme dans le cas français, mais les services publics sont merdiques aux États-Unis. On sait déjà que les services publics en France sont vraiment mauvais, mais ils ont été sabotés, détruits, évidemment délibérément. Mais dans le cas américain, c'est la phase terminale, quoi, que ce soit les services publics de santé ou les infrastructures, les ponts, les routes, etc., qui, dans le cas américain, sont dans une situation absolument tiers-mondisée. Dans le contexte où la présidence Trump se ferait correctement, j'anticipe bien davantage un atterrissage en douceur pour le dollar, c'est-à-dire que ça deviendrait une devise parmi d'autres, donc inter parens, entre les pairs, pas primo, du coup, pas le premier d'entre les pairs, mais une devise
parmi les grandes devises. Ce serait une des grandes devises. Et de toute façon, les monnaies des BRICS ne sont pas encore convertibles. D'ailleurs, à l'arrivée de Trump au pouvoir, la roupie indienne s'est effondrée. Pourquoi ? Parce que ça anticipe la fin des sanctions contre la Russie. Or, si les sanctions contre la Russie prennent fin, si la guerre en Ukraine prend fin, eh bien, l'économie indienne ne pourra plus profiter du pétrole carry trade, en quelque sorte, comme le yen carry trade, on s'endettait en yens et on investissait en dollars. Eh bien, là, vous avez le fait que l'économie indienne a considérablement bénéficié de la guerre en Ukraine parce qu'elle a pu revendre, elle a pu devenir une puissance pétrolière, ce qu'elle n'est pas, en revendant le pétrole russe à l'Europe. Ce qui est complètement dingue quand on y pense. Hein. Combien de médias ont eu le courage de dire ça. Enfin, l'Inde est devenue un des premiers exportateurs pétroliers au monde, un des premiers exportateurs vers l'Union européenne. Et on avait pareil la presse à papa, la presse poubelle qui était là, qui n'en parlait pas. Ils étaient très contents. Regardez, les sanctions russes vont provoquer l'effondrement de l'économie russe. Bon. Évidemment, dans le contexte où Trump exercerait le pouvoir, l'économie indienne pourrait en pâtir. Donc c'est une des raisons parmi d'autres qui fait que le rouble a chuté, la roupie a chuté face au dollar. Mais pour l'instant, aucune des monnaies des BRICS n'est une monnaie convertible. Et ça laisse une fenêtre à la puissance américaine pour une dédollarisation en douceur, c'est-à-dire que le dollar restera une grande monnaie, que les États-Unis resteront la superpuissance de l'innovation mondiale. Ce sont eux qui reposent des fusées, ce ne sont pas les Chinois. Certes, les Chinois ont présenté un chasseur de 6e génération, qui a l'air absolument remarquable, mais dont on n'a pas encore vu beaucoup d'essais en vol. Les Chinois innovent, c'est exact, et de toute façon, la Chine a toujours été une grande puissance d'innovation. C'est une erreur de l'histoire qu'elle ait été une puissance de copie. C'est quelque chose d'étrange. D'habitude, c'était l'Occident qui copiait la Chine, que ce soit pour le papier-monnaie, la boussole, les concours même de la fonction publique, et oui, ce sont les Chinois qui les ont inventés, etc. Bon, le papier tout court, d'ailleurs, avant le papier-monnaie, l'explosif, la poudre à canon, et même l'inoculation de la variole, ça c'était les Chinois qui l'avaient découverte. Donc la Chine a toujours été une grande puissance d'innovation, et elle ne fait que redevenir ce qu'elle avait toujours été. Mais les Américains restent la superpuissance de l'innovation mondiale. Ils ont les universités qui attirent le plus d'étudiants, même si le modèle universitaire aujourd'hui est en voie d'extinction, parce que s'endetter de 100, 200, 300 000 dollars pour un diplôme qui ne garantit pas de travail et qui a 10 ans de retard et qui va vous aura passé une certaine partie de son temps à vous enseigner à utiliser les bons pronoms, ça c'est quelque chose qui n'attire plus les étudiants indiens, chinois ou brésiliens. Par contre, les community colleges, qui sont donc les petits collèges pas prestigieux, mais qui vous donnent une éducation tout à fait décente, et qui sont pas chers, justement, eux deviennent de plus en plus à la mode, et la génération Z, donc les zoomers et les alphas, qui vont rentrer sur l'éducation, dans quelques années sur l'éducation supérieure, les zoomers et les alphas disent clairement sur TikTok, non, nous on veut plus, à quoi ça sert de viser une fac prestigieuse qui va nous endetter pour 300 000 balles, et qu'on ne pourra pas mettre d'argent de côté, on sera obligé de vivre en coloc jusqu'à 40 ans. Quel est l'intérêt de faire ça alors qu'un community college peut nous apprendre ce dont on a besoin sans nous endetter, et ensuite c'est à nous de faire la preuve de notre valeur. Dans ce contexte-là, je pense qu'une des grandes conséquences de l'élection de Trump, c'est la dédollarisation. C'est vraiment qu'on pourrait assister à une dédollarisation en douceur, qui ne serait pas apocalyptique comme on l'avait anticipé, comme cela avait été pronostiqué, qu'on aurait une fin de l'Empire américain qui serait assumée, sage, consolidée, et du coup un dollar qui resterait une monnaie intéressante malgré la dette colossale, malgré je sais pas moi, 30 000 milliards de dollars en circulation et les 35-36 000 milliards de dettes américaines. On verrait un État fédéral qui reviendrait à l'équilibre en termes de ses dépenses publiques et qui, par le grand chelem de l'innovation spatiale et de ces autres sujets fascinants, même Trump veut faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies, ça c'est un point important, c'était inenvisageable à l'époque où la NSA régnait en maître, mais si les États-Unis ne sont plus un État impérial, la NSA pourrait redevenir une agence de renseignement comme une autre, pas excessive, qui ne pratiquerait pas l'abus de pouvoir, et peut-être même que les États-Unis pourraient rapatrier Edward Snowden, ce qui serait brillantissime. Or, vous avez 2 dimensions dans l'écosystème crypto, au moins, c'est pas les seules, mais vous avez au moins 2 dimensions. D'une part, vous avez la spéculation, bien sûr, qui, elle, se fout complètement de ce que Snowden rentre ou pas. D'autre part, vous avez les cypherpunks, qui, pour certains, sont encore aux États-Unis,
mais pour qui l'idéal de la protection de la vie privée, de la crypto-protection en général, est important. Et ça entre bien sûr en compétition frontale avec la NSA. Si les États-Unis cessent d'être un empire de façon progressive, ça ne se fera pas en un jour, de la même façon que Rome ne s'est pas faite en un jour, il ne faut pas oublier que Rome n'a pas non plus décliné en un jour. Rome a mis même peut-être presque autant de temps à se faire qu'à décliner, c'est-à-dire depuis sa fondation en 753 avant Jésus-Christ à l'état de république qui était en passe de pouvoir gagner les guerres pyrrhiques, il s'est passé presque autant de temps que depuis le sommet sous Trajan et l'effondrement de l'Empire romain, et le déclin de l'Empire romain. L'Empire américain se défera pas en un jour non plus. Et si tel est le cas, il pourrait être très crédible pour être la capitale mondiale des cryptos, parce que la Chine ne pourrait pas l'être, la Russie ne pourrait pas l'être, le Brésil ne pourrait pas l'être, l'Inde pourrait éventuellement l'être, mais il y a encore énormément de travail pour ça. Et on ne peut pas faire confiance à des petites nations comme les Émirats arabes unis pour être capitale mondiale des cryptos. Parce que à la fin, il faut quand même avoir une armée puissante pour être une capitale des cryptos, pour pouvoir imposer les standards. Et ça, ce serait le cas des États-Unis d'Amérique, qui resterait grande puissance nucléaire, grande puissance militaire, mais plus puissance excessive, qui se projette dans tous les azimuts. Donc le dollar, une valeur refuge dans un climat économique incertain, me disent mes notes. L'or, valeur refuge par excellence, enregistre la plus forte baisse hebdomadaire observée depuis 5 mois, conséquence directe de l'appréciation du dollar, c'est exact. La confiance en le dollar a augmenté. Le dollar montre des signes de renforcement, ce qui signifie qu'on pourrait aussi avoir une hausse des taux aux États-Unis. Cette hausse des taux, Powell serait complètement contre, bien sûr, et Powell a l'air de vouloir rentrer donc Jérôme Powell, le patron de la Fed, a l'air de vouloir rentrer en résistance avec Donald Trump, bien sûr, mais on parle aussi d'une administration avec Rand Paul et Ron Paul, qui sont totalement anti-Fed, anti-Federal Reserve, et qui seraient pour la dissolution de la Fed. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être réalisé aussi, peut-être pas en un seul mandat de Trump, mais selon comment J.D. Vance hériterait du bilan de Trump et poursuivrait son œuvre, alors, il y aurait des primaires de toute façon chez les républicains, et je pense que en l'état, les personnes qui pourraient être remarquables pour succéder à Trump, ce serait J.D. Vance et Tulsi Gabbard, qui pourrait même envisager un ticket commun, même si vous avez... Alors Marco Rubio, d'ailleurs, Trump voulait nommer Marco Rubio secrétaire d'État, mais c'est RFK qui a dit non, il est trop néocons, donc exit Marco Rubio. Vous avez d'autres héritiers possibles, mais je pense notamment bien sûr au gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, ou à d'autres grands ténors républicains qui ont été, donc, comme Ted Cruz notamment. Mais je pense que c'est plutôt la nouvelle garde qui sera en bonne position de porter l'héritage de Trump auprès du public américain. L'incertitude ambiante est renforcée par l'attente des décisions de la Federal Reserve, bien sûr, sur les taux d'intérêt. Donc l'indice du dollar, le DXY, augmentation de plus 0,6% sur les 30 derniers jours, passage de 104,3 à 104,9 durant cette période. Donc là, c'était les chiffres au 10 novembre que je vous donne. Et l'euro a perdu 1,2% face au dollar. Un pic de moins 1,6% a été atteint le 6 novembre à midi. Vendredi 8 novembre, la bourse européenne clôturait en baisse. L'indice pan-européen chute. Et l'USD Yen aussi, donc l'USD JPY, en légère baisse. Le renforcement du dollar confirme son statut de valeur refuge. En gros, les marchés semblent être convaincus de ce que Trump pourrait réellement redresser l'économie américaine avec Elon Musk. Maintenant, le tour du monde des réactions par région, c'est vrai que dans le cas israélien, c'est très particulier parce que Trump a fait savoir, a fuité à plusieurs reprises qu'il avait qu'une envie, c'était que Netanyahou dégage. Mais on a bien sûr Yediot Aharonot qui dit que Trump est un véritable ami d'Israël. Le Jérusalem Post rapporte les félicitations de Netanyahou entre les deux pays. Cela dit, pour l'instant, les coups de pression que Trump met à l'administration Netanyahou sont de plus en plus marqués. Mais il est absolument clair que Trump ne remettra jamais en cause l'alliance particulière qui existe entre les États-Unis et Israël. Simplement, est-ce qu'il est capable de mettre fin à la guerre et de mettre fin aux ambitions du sionisme révisionniste ? Ça, wait and see. C'est quelque chose qui va... De toute façon, c'est comme pour quand Trump parle de fin de la guerre en Ukraine. C'est vrai qu'il faut regarder, qu'il faut attendre, il ne faut voir personne comme un messie ou comme quelqu'un d'idéalisable.
Il y a toute une administration aux États-Unis qui vide la guerre, qui consomme la guerre, qui adore qu'il y ait la guerre, au Moyen-Orient comme en Ukraine. Et donc, pour l'instant, absolument rien n'est joué. Corée du Nord, les titres, la diplomatie ou la confrontation, une chance pour la paix ou une nouvelle ère de coopération, laisse entendre dans une reprise du dialogue entre Pyongyang et l'administration Trump, ce qui n'est pas nouveau puisque Trump s'était rapproché de la Corée du Nord pour ses grandes réserves naturelles, bien sûr ses grandes réserves de matières premières. La Corée du Nord aurait les plus grandes réserves de graphite au monde, dans un monde où le graphène deviendrait un matériau absolument vital pour tout un tas d'applications, comme c'est déjà le cas pour l'aviation discrète ou furtive, mais aussi pour les batteries. Les batteries de graphène sont en train d'arriver sur le marché, et tout un tas d'autres applications aussi pour les processeurs. Au lieu d'avoir des circuits intégrés dans des cristaux de silicium, on aurait des circuits intégrés dans du graphène, ce qui mènerait à une informatique ubiquitaire, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'équivalent d'un processeur i9, i9 ou i7 dans nos chaussettes. C'est pas une blague, on pourrait avoir dans 30 ans, ou peut-être même moins, 20 ans, l'équivalent des capacités de calcul d'un processeur i9 dans des vêtements. Et ça, c'est le graphène qui le permettrait. Ça amènerait tout un tas de risques, bien sûr. Ça amènerait des risques graves, comme les questions de puçage, de surveillance, d'inoculation, parce qu'on pourrait bien entendu inoculer du graphène, et c'était pas une légende urbaine que certains échantillons de l'inocula Pfizer avaient été retrouvés avec du graphène à l'intérieur, certains seulement, puisque de toute façon, tous les lots n'étaient pas les mêmes. Mais bon, Trump s'était rapproché de la Corée du Nord pour une de ces raisons. Or, les relations entre la Russie et la Corée du Nord sont excellentes, alors qu'entre la Corée du Nord et la Chine, elles ne sont pas si bonnes que ça. C'était plutôt un pourrissement pour la Chine et la Corée du Nord. Et ben, les excellentes relations qui existent entre la Russie et la Corée du Nord sont une opportunité, bien sûr, absolument majeure. La Russie, alors la citation récurrente dans la presse russe, c'est l'Ukraine doit se préparer à un compromis. Et en effet, c'est ce qui pourrait être attendu. Donc l'optimisme de la presse laisse entrevoir une possible résolution du conflit ukrainien. L'Ukraine, Politico souligne de nouveaux défis. Radio Free Europe, qui est totalement pro-ukrainienne, exprime des inquiétudes face à la réduction des aides promises par Trump, bien sûr. En gros, ils ne savent pas trop comment digérer ça. Et c'est surtout le Royaume-Uni qui, lui aussi, est pas particulièrement chaud de cette élection de Trump. Le Qatar et l'Arabie Saoudite. Dès le 6 novembre, l'émir qatari Tamim bin Hamad Al Thani a exprimé ses félicitations sur X et souligné l'importance des relations bilatérales. Il appelle à une coopération renforcée pour apaiser le conflit israélo-palestinien. C'est aussi pour ça donc, que Trump a reçu le vote musulman. Donc, comme je vous le disais dans la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, il y a une énorme opportunité dans l'élection de Trump, dans le sens où avoir un politicien qui peut recueillir aussi bien le vote pro-israélien que le vote musulman, et de façon assumée, c'est-à-dire vraiment les musulmans de la Rust Belt et les grands élus musulmans des zones historiquement musulmanes politiquement, comme la Rust Belt, ont ouvertement appelé à voter Trump. C'était pas comme ça, genre on vous soutient vite fait, mais on veut pas être vu avec vous. Non, on veut être vu en votre présence et on vous soutient. Ça, c'est une opportunité, mais n'idéalisons pas. N'idéalisons pas, mais c'est une opportunité réelle pour la paix dans la région. Est-ce qu'elle va être saisie ou pas? Des opportunités pour la paix dans la région qui n'ont pas été saisies, c'est pas nouveau. Typiquement l'assassinat d'Yitzhak Rabin, qui était donc assassiné par un membre du Likoud. Faut jamais l'oublier, ça. Quand certains disent mais non, mais Rabin et Netanyahou c'est la même chose, mais pas du tout. Pas du tout. Rabin, il a payé de sa vie la tentative qu'il a eue de normaliser des relations et d'ouvrir la voie, une roadmap vers un État palestinien. Alors certes, il ne faut pas être naïf. Bien sûr que son administration ou lui aurait tout fait pour ralentir le processus, voire le laisser mourir en race campagne. Mais tout de même, les représentants du Likoud ont jugé que c'était une traîtrise, une trahison suffisamment grande pour le tuer physiquement. Donc c'est pas du tout anodin, et on peut pas dire face au fait qu'il a été tué par un sympathisant du Likoud que non, c'est la même chose que Netanyahou, parce que ce n'est pas le cas. Le roi Salman et prince héritier, le prince Salman et prince héritier Mohammed Ben Salman, donc le roi et le prince, saluent aussi la victoire de Trump, rappelant les liens historiques entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. La volonté commune de développer divers partenariats est officialisée. Depuis 2022, le New York Times rapportait les échanges récurrents entre Jared Kushner et Mohammed Ben Salman. Jared Kushner qui est un faucon, mais n'oublions pas que Trump a un autre gendre qui lui est libanais et voudrait une fin rapide du conflit au Moyen-Orient. Et beaucoup d'entrepreneurs libanais, d'ailleurs, l'utilisent comme canal pour parler à Donald Trump. Et les réactions maghrébines, enfin, le président tunisien Kais Saied et le roi Mohamed VI du Maroc
ont félicité Trump. À l'instar de l'Algérie, certains acteurs régionaux restent plus en retrait et observent la suite. Ils craignent que les approches pragmatiques de Trump ne déstabilisent certaines régions, puisqu'après tout, c'est vrai que les accords d'Abraham ont joué dans le choix du Hamas de déclencher les événements du 7, même si c'était, à mon avis, bien inférieur à ce qu'on pensait. Au début, quand j'ai reçu Régis Le Sommier sur ma chaîne, il avait développé une très bonne analyse dans le moment, qui était de dire peut-être que Gaza, que le Hamas a voulu empêcher les accords d'Abraham d'aboutir sans eux. Et ça semblait tout à fait plausible. Avec un an de recul, je pense que c'était pas du tout le principal enjeu de l'opération dite déluge d'Al-Aqsa. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a également présenté ses félicitations au président Trump. Ça, c'est quand même très important. Alors certes, Mahmoud Abbas, c'est... Aujourd'hui, pour le Hamas, c'est quasiment un traître, mais pour Netanyahou, Mahmoud Abbas, c'était le pire. Alors, pas physiquement, parce que Mahmoud Abbas, c'est un mec plan-plan, c'est pas... Mais le Fatah, pour Netanyahou, c'est le pire interlocuteur possible, parce que c'est l'interlocuteur qui légitime un État palestinien, alors que le Hamas ne légitime pas un État palestinien au regard du droit international et au regard de l'opinion. Même le Hamas, c'est ce que voulait Netanyahou, il l'a déclaré à plusieurs reprises, parce que le Hamas, selon lui, c'est zéro chance d'un État palestinien, alors que le Fatah, si. Donc ça, c'est le Middle East Eye et Doha News qui rapportent ces points. Maintenant, les relations sino-américaines, très intéressant aussi, entre coopération et tension. On a une position officielle chinoise, Xi Jinping qui appelle à une relation sino-américaine stable, saine et durable. Coopération mutuelle jugée bénéfique, bien sûr, mais aussi une confrontation sur les tarifs douaniers. Sur une éventuelle guerre des tarifs douaniers, des barrières douanières. Donc la position officielle chinoise pour l'instant est mitigée. La presse chinoise, qui reflète la position officielle chinoise, le Beijing News, inquiétude face aux politiques protectionnistes de Trump et à la hausse des taxes douanières, en effet. Le People's Daily, qui représente aussi directement le Parti communiste chinois. Perspective sombre pour les relations bilatérales, notamment pour la question de Taïwan. Le Global Times met l'accent sur les divisions internes aux États-Unis, compliquant tout dialogue constructif. La réponse américaine maintenant, les républicains plaident pour une reprise des négociations commerciales. Steven Mnuchin, l'ancien secrétaire du Trésor, annonce le 7 novembre un plan pour augmenter significativement les droits de douane visant à ramener Pékin à la table des négociations. Donc à mon avis, on va plutôt vers un compromis réaliste parce que il ne faut pas oublier que Trump connaît aussi la pression des grands groupes industriels, avec qui il est en bras de fer ou en compromis un peu permanent. Bien sûr, il aime beaucoup Tesla. Pourquoi ? Parce que Tesla produit les voitures qu'elle vend aux États-Unis et produit une grande partie des voitures qu'elle vend en Europe aux États-Unis. Mais Tesla produit bien sûr les voitures qu'elle vend en Chine, ce qui n'est pas un problème pour Trump. C'est pas du tout un problème pour Trump. Mais le fait que Tesla produise les voitures qu'elle produit en Chine, qu'elle vend en Chine, ça la rend moins susceptible à un protectionnisme chinois. Cela dit, la Chine pourrait appuyer. La Chine peut appuyer sur Apple. Et ça ferait très mal à Apple. La Chine peut appuyer sur Microsoft, ça ferait aussi très mal à Microsoft. La Chine peut appuyer sur Tesla. Donc un compromis à mon avis, peut se faire. Donc le climat actuel marqué par des tensions commerciales et des divergences stratégiques continue d'alimenter une instabilité économique globale. Les perspectives de coopération demeurent incertaines malgré des appels au dialogue des deux côtés. Le tabloïd, c'est format tabloïd, mais le Global Times, c'est vraiment la voix du Parti communiste chinois, évoque pour sa part une division plus profonde des États-Unis, ce qui confirme et introduit l'information suivante quand on va parler bien sûr de la politique migratoire américaine, mais qui est liée au patronat en fait, qui est liée aux tensions. D'une façon générale, le patronat américain préférait Biden, même si l'économie est en récession quasiment et que la situation est très mauvaise pour les marchés financiers. Le patronat américain avait tendance à préférer Biden. D'où maintenant les problèmes donc, de reconduite aux frontières. Donc il y a eu une vague de SMS racistes qui a été envoyée à des Afro-Américains. Donc tout de suite, on a essayé d'y associer Trump, ce qui n'était pas du tout le cas. Et en fait, très vraisemblablement, c'est un attentat sous faux drapeau. Donc ça disait par SMS « Allez cueillir du coton ». On a aussi, c'est des numéros qui sont issus de sites de spoofing. Donc il y a eu des tentatives de déstabilisation pour créer des émeutes raciales. Ou des émeutes, mais ça n'a pas marché. Mais c'est un point très important. Il y a eu des tentatives de créer des situations dangereuses sous faux drapeau.
Et ça reprend ce qui avait été dit par Redacted News, qui disait que, d'après un lanceur d'alerte du FBI, peut-être une opération sous faux drapeau se ferait dans le contexte actuel pour pouvoir justifier d'une loi martiale. La rhétorique, donc aussi bien des figures publiques que des actes malveillants comme les SMS, alimente le climat de division nationale. Donc bon, mais pour l'instant, le feu n'a pas pris. Cette tentative de créer des émeutes n'a pas fonctionné. Toujours dans les chancelleries, Erdogan a félicité Trump et appelle à renforcer la coopération là aussi. Pour Erdogan, c'est intéressant d'avoir des États-Unis un peu plus forts parce que la Turquie, par sa géographie, est obligée de jouer sur les deux fronts. Mais au fond, la Russie aussi, il faut quand même savoir que la Russie est un État à la fois européen et asiatique, est un État euro-asiatique. Mais l'essentiel de sa population est européenne, c'est-à-dire du côté occidental de l'Oural. Et être précipité dans les bras de la Chine, ça n'a jamais été quelque chose de totalement positif pour la Russie. C'est pour ça qu'elle continue à vendre des armes à l'Inde, bien sûr, ce qui est dans son intérêt bien senti, et du pétrole aussi à l'Inde, autant qu'elle en vend à la Chine. Et ça, Poutine le comprend très bien, c'est le principe de l'aigle à deux têtes. Même si le symbole de l'aigle à deux têtes n'est pas utilisé dans l'histoire turque, ça reste un invariant de la géopolitique turque, à savoir que la Turquie est à la fois européenne et asiatique, et puis c'est un État musulman, pas en religion officielle bien sûr, mais d'un point de vue démographique. Et la Turquie a besoin toujours, puis surtout le fait que la Russie prenne la Crimée, c'est pas du tout positif pour la Turquie géopolitiquement parlant, quel que soit le chef de l'État russe, et quel que soit le chef de l'État turc. C'est un invariant géopolitique qui est pas intéressant d'avoir une Crimée russe pour la Turquie, depuis la guerre de Crimée jusqu'à aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, le président Erdogan a félicité Donald Trump, quoi qu'il en soit, du coup, logiquement, il a félicité Donald Trump pour sa victoire à l'élection présidentielle et exprimé son souhait de renforcer, je cite, la coopération entre la Turquie et les États-Unis, et c'est tout à fait normal. Pour rappel, Trump a accueilli le président Erdogan à 2 reprises à la Maison-Blanche, 2019 et 2017. L'unique rencontre prévue avec Joe Biden en mai 2024 avait été annulée, ce qui fait que Biden n'avait jamais rencontré Erdogan. Ça, c'est l'agence turque Anadolu qui nous le rappelle. Donc, un petit point sur les réactions des chefs d'État à travers le monde. Le gouvernement Biden, Joe Biden et Kamala Harris appellent à un transfert pacifique et ordonné du pouvoir, sachant que Kamala et Jill Biden ne se parlent pas. Hein, c'était glacial. Hein, et peut-être même que Biden a volontairement savonné la planche à Donald Trump. D'une part avec le coup de porter la casquette MAGA, mais on l'a vu tout souriant, etc. Enfin, c'est vraiment un marécage, quoi. Kamala Harris, qui avait porté l'initiative d'interdire les fusils d'assaut, continue de défendre la démocratie malgré les partis démocrates, malgré l'échec électoral. L'initiative d'interdire les fusils d'assaut, vous savez que c'est un problème constitutionnel. C'est dans la Constitution américaine le droit de porter des armes, parce que pour les Américains, c'est pas un amour des flingues, c'est que l'arme à feu est un bon de la Constitution, est un bon du pouvoir exécutif, comme un bon du trésor, comme une action, est une part de la société américaine. Trump félicite Harris pour sa ténacité et son professionnalisme malgré les tensions qui les ont opposées. Classe. Et donc, quand même, maintenant, on a une Corée du Nord tourmentée dans l'accueil. Je voulais reprendre un peu ça. 31 octobre, tir de missiles balistiques nord-coréens de haute performance, en violation des sanctions de l'ONU, mais que voulez-vous que l'ONU fasse ? Le 7 novembre, plusieurs missiles balistiques à courte portée détectés par l'état-major interarmé sud-coréen à 7h30. Bon, c'est pour rappeler la puissance coréenne, mais je pense que la Corée du Nord... Alors je ne crois pas à une réunification, mais il faut se méfier des signes noirs. Et je parle sur le long terme, parce qu'évidemment, une réunification à court terme, ça semble inenvisageable. Mais une réunification sur le très long terme, ça pourrait être envisageable. Et je pourrais y croire. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Quand je dis je pourrais vraiment au conditionnel, on pourrait envisager ça, mais disons que pour l'instant, laissons la Corée du Nord se normaliser vis-à-vis du monde extérieur et devenir simplement, plutôt qu'un État complètement en autarcie, un État juste non aligné. Et on aurait une première transition pour la Corée du Nord entre l'autarcie et le non-alignement. Et je pense que c'est la direction que c'est en train de prendre, avec d'une part un Trump qui serait intéressé à ce que les États-Unis investissent en Corée du Nord pour récupérer le graphite, et la Corée du Nord serait tout à fait OK avec ça, et d'autre part la Russie, qui aujourd'hui a des échanges avec la Corée du Nord, notamment pour les stocks de munitions, mais aussi pour la logistique sur place. Le 8 novembre, on a eu une campagne de brouillage GPS nord-coréen affectant les avions et bateaux dans la région.
À la même date, toujours le 8 novembre, l'OTAN confirme le déploiement de milliers de combattants nord-coréens en Russie, renforçant les spéculations sur le soutien militaire de Pyongyang. Bon, ces combattants ont essentiellement un rôle logistique, parce que le moral au combat est évidemment très important, et les Russes savent pourquoi ils se battent, les Nord-Coréens non. Donc vous attendez pas à ce qu'il y ait des Nord-Coréens sur le front anytime soon. Le Japon, le ministre de la Défense Gen Nakatani qualifie un des tirs comme ayant le temps de vol le plus long jamais enregistré pour un missile nord-coréen, ce qui signifie donc une grande portée possible. Corée du Nord, l'état-major intérim Corée du Sud, exhorte la Corée du Nord à cesser ses provocations GPS. Bon, c'est comme d'habitude. L'absence de réponse publique et immédiate de Kim Jong-un. Trump et Kim Jong-un ont échangé à plusieurs reprises dans le passé, bien qu'aucun accord n'ait été conclu sur la dénucléarisation, et à mon avis, aucun ne sera jamais conclu. Leurs échanges tendus d'OTAN semblent apaisés, mais tendus ok, sauf que Trump s'était rendu quand même en Corée du Nord. Et Trump a récemment qualifié ses relations avec la Corée du Nord de bonnes, et il a raison. Et c'est pas Joe Biden qui aurait pu faire ça. L'absence de réaction publique immédiate de Kim Jong-un semble à cette heure faire partie de sa stratégie, provoquer sans fermer les portes, oui. Réaction européenne, Donald Tusk en Pologne rappelle la nécessité pour l'Europe d'assurer sa propre défense, indépendamment des politiques américaines. Ursula von der Leyen et Charles Michel félicitent Trump en soulignant l'importance du partenariat transatlantique. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qui est le patron. Donc ils vont pas commencer à lui chier dans les bottes. Emmanuel Macron sur X s'est félicité, donc c'est toujours marrant de voir le fameux No Twitter Day, Emmanuel Macron, c'est sur X qui va poster les félicitations à Trump. Et Mette Frederiksen du Danemark espère, Danemark très important avec le Groenland, espère une Europe plus autonome et responsable, où en gros ils essaient de trouver la sortie. Et les inquiétudes stratégiques des dirigeants, à savoir OTAN et alliés redoutent une instabilité accrue face aux déclarations passées de Trump, les encouragements à la Russie de cibler des alliés qui ne s'acquittent pas de leurs dettes, menace envers la Corée du Nord de destruction totale. C'est vrai que Trump avait été cash, il leur avait dit écoutez, vous avez des bombes, mais j'ai des bombes encore plus grosses que les vôtres, c'était assez marrant. Exigences financières adressées à l'Allemagne pour sa défense. Donc Shigeru Ishiba au Japon prévoit une rencontre avec Trump pour renforcer l'alliance nippo-américaine. Il a tout à fait raison. La Suède et la Slovaquie expriment des craintes face aux politiques à venir. L'Australie et le Canada adoptent une position sereine sans changement anticipé. Donc, enfin, on a eu une reprise du dialogue entre Trump et Poutine vers un rapprochement prudent. Félicitations et intentions affichées. Vladimir Poutine félicite Trump lors du forum Valdai, ça c'était le 7 novembre à Sochi, déclarant être prêt à reprendre le contact. Poutine souligne le comportement de Trump lors des tentatives d'assassinat précédentes. Je cite, il s'est comporté de manière correcte, courageuse, comme un homme. Donc là, on voit quand même un point de dialogue possible. De là à ramener le Raptor et Papacito à ces négociations, il n'y a qu'un pas. En tout cas, ça parle de virilité. Donald Trump, interviewé le même jour sur NBC, confirme son ouverture au dialogue. Je pense que nous allons nous parler. Donc Moscou demeure conscient du caractère imprévisible de Trump, ça c'est ce qu'ils ont déclaré en effet, mais bon, je crois qu'en réalité, entre les déclarations de Moscou sur l'imprévisibilité de Trump et la compréhension du profil psychologique de Trump, il y a un sacré écart, et que, à mon avis, Poutine considère Trump comme beaucoup plus fiable que ce qu'il déclare. Le ton des échanges suggère une volonté de relancer les discussions bilatérales, notamment sur les sujets stratégiques, bien sûr. Donc ça pourrait nous amener à une résolution prompte de la guerre en Ukraine, ce qui va faire l'objet de l'édition réservée aux abonnés. Merci d'avoir suivi l'Octogone, merci de soutenir le journalisme citoyen, merci à toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à Scandaria.